Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur The Playoff, Tailgate by The Playoff. Et oui, vous avez l'habitude maintenant depuis ce début de semaine, TFA est mort, vive The Playoff. Donc maintenant, vous nous retrouvez sur cette nouvelle bannière, rien ne change, toujours une équipe. Alors non, Flav n'a pas été vilipendé parce qu'il a réclamé un PC pour Seb. Non. Des petits soucis techniques font qu'il ne soit pas là. Donc, c'est moi qui, aujourd'hui, officie en rôle de quarterback. Donc, du coup, j'ai mon acolyte depuis bien plus longtemps. J'ai nommé Seb. Salut Seb, comment ça va ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, acolyte depuis belle lunette, comme on dit chez nous. En effet, bienvenue. Maintenant, on peut vous dire bienvenue sur The Playoffs, notre nouvelle enseigne. Voilà, on a mis un coup de peinture sur les murs, mais l'équipe reste la même. Toujours la même ambiance, toujours la même passion, toujours le même esprit. Et ce soir, on va parler finale de conférence. Il se passe un truc ce week-end, je crois. Exactement. Et pour en parler avec nous, on a pris la crème de la crème, un qui sait conjuguer Super Bowl au pluriel également. J'ai nommé Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Salut Yaya, salut Seb, bonjour à tous les auditeurs de The Playoff. Bah écoute, super, le déménagement s'est bien passé dans les nouveaux locaux, de mon nouveau bureau. Écoute, tout va bien, le nouveau PC qui marche bien, avec une caméra qui marche bien. Écoute, formidable. On a depuis eu de très 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 bons retours et de très très bonnes incentives, comme on dit. Donc tout va bien. Et puis écoute, ouais, comme tu dis, on va pouvoir s'éclater sur cette Conference Championship et ces affiches qu'on va présenter. Surtout que c'est du lourd, il y a du gratin, il y a deux affiches qui sont un peu totalement différentes, avec du très lourd qu'on attend et une affiche où il y a un petit jeune qui vient se faufiler parmi les grands. Alors, quand on parle de petits jeunes, on parle ni de Jean ni de Raph, on parle de quarterback. Voilà. Allez, on en a parlé, oui, c'est les finales de conférence. Et on va commencer tout de suite par le choc tant attendu. Tu parlais d'un choc 1 contre 2. C'est les Chiefs contre les Bills. Vous, les gars, on va commencer par parler des Bills. Pour vous, c'est quoi la plus grande force des Bills, les gars, pour passer et aller jusqu'au Super Bowl? Je commence. Je t'en prie. Vas-y. Voilà, je coupais l'air sous le pied de. Mais leur attaque, on parle d'une attaque qui score 30,9 points par match. C'est la deuxième meilleure de la ligue. Et ce, malgré le manque, on va dire, de gros noms sur les skills players. Je vous rappelle que en début de saison, on s'inquiétait beaucoup pour le corps de receveurs de Buffalo après le départ de Stephen Diggs pour les vertes prairies du Texas. Force est de constater que ça n'a pas ralenti le rendement de cette attaque. Et puis, il y a un jeu au sol aussi qui fonctionne. 2230 yards, dont 1009 pour James Cook. On va pas revenir non plus sur Josh Allen qui fait une saison de calibre de MVP. Non, la force de cette équipe de Buffalo, c'est son attaque. Ok, toi Bertrand. Alors, juste une chose, Josh Allen, d'après notre consultant extérieur Wake, ne mérite pas le MVP, bien sûr, et c'est Lamar Jackson. Mais bon, on va pas le troller dès la 5e minute. Vas-y Bertrand. Non, on va pas le trouver dès la 5e minute, surtout que sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas justement à dire que Josh Allen ne mérite pas le titre de MVP, avec des arguments qui sont infaillibles. Et vous connaissez Wayik, on le connaît bien, il est capable de nous dire que les Patriots méritaient le titre de division cette année. Enfin bon, trêve de petit aparté. Non, pourquoi les Bills sont bien gagnants et peuvent gagner cette année? C'est quoi évidemment, on va être clair, ça a été pour moi avec les Lions. Alors malgré tout, les Lions, on sait comment ça s'est terminé, malheureusement, mais c'était avec les Lions l'équipe qui a été le plus globalement la plus spectaculaire entre guillemets, mais
ce qui est en plus, on va dire, remarquable chez les Bills, c'était spectaculaire et efficace. Et c'est ça qui a grandement changé par rapport aux années précédentes. Efficace dans le fait que, comme l'a très bien dit Seb, on pensait que le fait de se séparer de Stephen Diggs allait créer on peut dire un petit handicap, mais à l'inverse, ils ont su créer une osmose d'équipe en impliquant tout le monde, en ayant Khalil Shakir qui fait de très bonnes stats, en intégrant très bien Amari Cooper qui est arrivé dans un trade en milieu de saison. Et au final, cette équipe, en fait, elle est complète, elle utilise toutes ses forces, elle fait très bien travailler autant James Cook que Ray Davis, le rookie, ou Ty Johnson, également au niveau du running back. Donc, elle est très complète au niveau de la passe entre Khalil Shakir, Mac Hollins, Amari Cooper et Dawson Knox et Dalton Kincaid. Et si on prend tout l'ensemble, en fait, tout le monde est concerné dans l'attaque. Et puis après, il faut pas oublier également que Josh Allen à la course fait le travail pour marquer aussi dans les moments qui sont importants. Donc voilà, c'est très compliqué aujourd'hui de dire quelle est la cible qu'on va prendre plus qu'une autre puisque tout le monde est concerné, alors qu'avant, je dirais, ce recentrage uniquement sur Stephen Diggs qui lui réclamait un tant soit peu un peu plus de ballon, faisait que les défenses avaient tendance à se focaliser dessus. Donc la versatilité de cette attaque et je dirais la diversité des cibles fait que ça devait devenir un peu plus compliqué, je pense, pour les Chiefs par rapport à cette conférence championship. Toi, Seb, juste ouais, excuse-moi, vas-y, tu voulais prendre la parole, vas-y. Je voulais rajouter quelque chose, rebondir sur un point de Bertrand. Il parlait de l'efficacité accrue de cette attaque de Buffalo, et ça passe par quelque chose, c'est de voir à quel point Josh Allen est devenu plus précautionneux avec son ballon. Il a lancé seulement 6 interceptions cette saison, c'était 18 la saison dernière, c'était 14 la saison d'avant. Et cette efficacité accrue de cette attaque, ça, c'est un facteur indéniable d'avoir divisé par 3 en l'espace d'une saison son nombre d'interceptions, alors que les années précédentes, on disait souvent que oui, Josh Allen, c'était très flamboyant, il y avait des grandes réussites, mais il y avait aussi beaucoup de déchets dans son jeu, et cette saison, c'est plus le cas. Bertrand, toi, tu voulais ouais, je vais rajouter par rapport à ce qu'a dit Seb également et qui est très important, c'est que Josh Allen, il a aussi été classé premier au niveau du rating de QB cette saison dans son ensemble. Alors on parle des stats comme quoi c'est la grosse discussion entre Lamar Jackson ou lui à coup de 4000 yards d'un côté, 3700 de l'autre, et au final on est à très peu de différence. Mais là, le rating, c'est l'évaluation complète du quarterback. C'est l'évaluation dans son ensemble, dans tout ce qu'il peut apporter dans une équipe et dans un match. Et de faire en sorte que cette année, il a été le plus complet, c'est peut-être ça aussi qui va faire la bascule par rapport au match qui est à venir ce week-end. Ok. Donc, pour vous, si je résume, pour vous, la grosse force, vous avez parlé de l'attaque, mais c'est surtout Josh Allen qui est devenu, qui va passer, on va dire, au révélateur ce week-end. C'est ce week-end, en fait, c'est est-ce qu'il va pouvoir vaincre le signe indien, si je puis dire, contre Patrick Mahomes, qu'il a sorti plusieurs fois en play-off. Et ça, on peut dire la même chose de Kansas City. C'est aussi ce week-end qu'on va savoir si les Chiefs ils jouent avec le frein à main depuis maintenant 20 semaines ou pas. Bon, et tu te prends pour Arthur en disant que ma question elle est pourrie, c'est ça? Non, pas qu'elle est pourrie, non, je dirais pas ça. N'exagérons rien tout de suite, là, tu te victimises. Non, ce que j'entends, il est évident que pour les Bills, Kansas City en play-off, c'est un petit problème. Mais il ne faut pas oublier que dans l'historique récent, c'est la 9e rencontre entre Mahomes et Allen depuis 2020. Et il y a 4 partout. Hein. Alors, Mahomes mène 3-0 en play-off, certes, mais au total, il y a 4 partout. Est-ce que ça veut dire que du coup, Kansas City gagne quand ça compte? Pas impossible. On verra ça. On a parlé des forces. Vous, quelle faiblesse vous voyez du côté de Buffalo? Bertrand, on va commencer par Bertrand. On avait commencé par les faiblesses. En soi, faiblesse, je dirais simplement
au niveau de la défense, peut-être, et je vais reprendre quelques notes que j'ai par rapport à ça, au niveau de la défense en soi et peut-être sur le backfield défensif, où on va dire, si on commence à être tintillon, un tant soit peu sur ce genre d'équipe, puisqu'on recherche des petites faiblesses, puisqu'on est sur le haut du panier de ce qui se fait dans la ligue. Mais bon, on a une équipe qui, dans le backfield défensif, est capable de laisser un maximum de yards. Donc, elle reste une très très bonne défense dans son ensemble, puisqu'elle a réussi à accéder à un level aussi haut au final. Mais on a vu dans le divisional round, justement, que ça s'est joué vis-à-vis de Baltimore sur une dernière passe qui était mal géré par Mark Andrews et qui a empêché donc cette conversion de points pour éventuellement, en tout cas, déjà revenir dans le match. Donc voilà, en soi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Baltimore a pu développer son jeu, Rashad Bateman a été trouvé, les insiders américains l'ont mis en avant, que justement Lamar Jackson a pu développer plus de jeux à la passe. Donc on va dire c'est peut-être le seul élément qui, pour le moment, laisse cette équipe avec un point faible bien spécifique. En dehors de ça, je veux dire, sur le reste de la défense, on a quand même, on va dire, au niveau même de la défense de la course, on est dans le moyen, on va dire, et on sait très bien que c'est une très bonne défense, elle a des playmakers et d'expérience avec Von Miller, mais au-delà de ça, on sait que c'est l'attaque qui fait gagner les Buffalo et qui pourrait les faire passer justement sur cet élément-là, et la meilleure gestion en attaque sans avoir trop de turnover. Seb. Alors, moi, j'en identifie deux. Le premier, c'est le même que Bertrand. Hein. C'est cette défense antiaérienne qui est classée 24e de la saison régulière, qui a quand même encaissé 226,1 yards par match. C'est quand même pas rien. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Bertrand. Un deuxième point, moi, que j'identifie, c'est l'historique de Sean McDermott lors des gros matchs, et en particulier son conservatisme, qui aurait pu leur coûter cher contre Baltimore, parce qu'on peut se dire que finalement, la victoire contre Baltimore, elle a tenu à un drop de Mark Andrews. Hein, et ce drop de Mark Andrews, il ne faut pas oublier qu'il survient après un drive de Buffalo, au cours duquel Sean McDermott a choisi de frapper un field goal, restant ainsi à portée de fusil de Baltimore, au lieu de tenter de jouer une quatrième. C'est le genre de choses qui pourrait ne pas passer contre les Chiefs. Ok. Autre chose pour vous, Bertrand? En soi, sur les bises, oui. Moi je pense que le facteur X, globalement, ça va être le jeu de course de comment on appelle ça, des bises, et la production de James Cook et consorts, parce on va y revenir dessus après dans la deuxième partie sur justement les Chiefs, mais très, très brièvement, on a une équipe des Chiefs qui est excellente au niveau du jeu de course. Si les Bills arrivent à rester en double menace comme ils le font avec Josh Allen et James Cook, à ce niveau-là, à ce moment-là, ils vont commencer à prendre un ascendant qui je pense, pourrait être très intéressant au final. Et c'est là, je pense que tout peut se jouer. Et malgré tout, puisqu'après, on reste sur des valeurs où chaque équipe a quand même de la puissance un peu partout. Et bien sûr, il va falloir que l'une ou l'autre équipe prenne l'ascendant sur l'une ou l'autre escouade à un moment donné pour faire la différence. Donc, est-ce que le jeu de course va être suffisamment performant pour pouvoir désarçonner un peu cette défense des Chiefs? Ok. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Pourquoi ils vont faire l'exploit? Parce que ce serait vraiment un exploit de sortir enfin Kansas City et surtout à Arrowhead. Pour moi, pourquoi ils vont faire l'exploit, c'est que Seb l'a dit tout à l'heure, il a rappelé l'historique des confrontations. On sait que voilà, en pleine saison régulière, on était à chaque fois sur des victoires, et en play-off, on était sur, comme l'a très bien dit, un syndrome un peu, je dirais, chat noir. On n'y arrive pas. Seule différence, c'est que cette année, il y a quand même une homogénéité des performances. Il y a 30 points par match. Il y a Josh Allen qui, je trouve, a encore pris de l'ampleur et dans les discussions de MVP. Puis surtout, il l'a très bien dit. C'est vrai que ça peut être une répétition, mais ça a tellement son importance, et on l'a vu avec Lamar Jackson et les turnovers, c'est qu'il ne fait plus autant d'interceptions.
que l'année dernière. Passer de 18-14 à 6, c'est un gap énorme, et surtout dans ces moments de play-off. Donc, je pense que c'est là que ça peut se jouer. Les 30 points d'avant, les 30 points de moyenne à chaque match, et plus moins de turnover, sachant qu'ils gagnent leur match en attaque également. Ok, toi Seb? Parce que on disait au début de cette saison que leur fenêtre de tir était fermée, ou du moins qu'elle était même plus entrouverte, et qu'il s'avère que non, que cette fenêtre elle a l'air d'être grande ouverte là maintenant pour eux, mais je pense que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut lâcher les chevaux, c'est maintenant qu'il faut s'engouffrer dans la brèche. Voilà, Josh, c'est ton moment, c'est à toi. J'irai même jusqu'à dire sauve-nous de l'Empire, semaine après semaine et saison après saison surtout. Vas-y, fais-nous rêver, c'est ce qu'attend l'Amérique. L'Amérique a besoin que quelque chose de bien lui arrive, elle a besoin que Josh Allen aille au Super Bowl. Et surtout, je vais rajouter une chose par rapport à Seb qui va venir en complément, c'est qu'en plus, on l'a entendu en interview à la fin du match, en disant et en répétant bien, oui, tout le monde pensait qu'on allait se planter par rapport au fait qu'on ait perdu un receveur numéro 1, qu'on était trop petit, qu'on était trop cela. Et donc, une équipe, elle a besoin, je dirais, d'objectifs, elle a besoin d'avoir un focus, des goals, enfin, un objectif au final bien spécifique. Et si tous les joueurs se sont dit « Ah, on nous croit perdants, de toute façon, on n'y arrivera pas parce que ceci, cela », c'est tout ce qu'il faut justement pour un contender au Super Bowl et pour arriver enfin à l'emporter. Donc, je pense que ça, c'est une source de motivation pour eux également. Ok, ça marche. Je crois qu'on a été assez complet sur nos amis des Bills. Les Bills qui vont être chassés par les Chiefs de Kansas City qui reçoivent donc à Arrowhead ce match. Même chose, on va faire le même schéma. Pourquoi ils vont gagner, Bertrand? Parce qu'on avait commencé avec Seb, on va commencer avec toi, Bertrand. Pourquoi ils vont gagner? Parce que je suis en charge de la preview écrite en fait de ce match-là, et pour le coup j'ai déjà bien avancé sur les Chiefs, et c'est ce que je mettais dans ma preview. Le souci qu'il y a avec les Chiefs, c'est que c'est toujours une équipe qui est entre guillemets critiquée, qui est toujours pointée du doigt, mais cette équipe elle est vraiment énervante et usante parce que elle arrive toujours être dans les rendez-vous les plus importants, et surtout qu'elle a suffisamment d'années d'organisation, d'habitude, d'automatisme entre le staff technique, entre les joueurs, entre le quarterback et vraiment tout l'ensemble pour ne réussir qu'au final ce qu'ils ont entrepris. En plus, ils ont la baraka ou le mojo du champion, et il est vrai que certaines décisions arbitrales ont été en leur faveur, sans parler de favoritisme, ou en tout cas certaines actions ont eu lieu dans leur sens. Et je vais reparler du lancer de Patrick Mahomes, là un peu miraculeux là sur la fin, complètement en déséquilibre pour Travis Kelce. Mis tout bout à bout, tous ces éléments-là, on se dit que oui, on peut voir les Bills avec les plus belles intentions du monde, mais voilà, les Chiefs vont gagner. C'est un peu comme l'adage qu'on sortait à propos de il y a 32 équipes qui jouent à la Coupe du Monde et c'est l'Allemagne qui gagne. Bon, c'est un peu la même chose. C'est un peu tout le monde participe à la saison et c'est les Chiefs qui gagnent le Super Bowl. Oh ouais. Donc tu veux dire que Patrick Mahomes c'est une sorte de Harald Schumacher. Ceux qui ont plus de 40 ans auront la ref. Voilà, Seb, pour toi, c'est quoi la principale force de nos amis des Chiefs? Alors déjà, c'est le fait que ce soit la 7e finale de conférence de suite et qu'ils ont reçu pour 6 de ces finales de conférence. Donc pour eux, c'est un petit peu, c'est une journée au bureau de jouer une finale de conférence pour les Chiefs. Joe Burrow, il est à la maison, il est en train de jouer au golf. Non, c'est pas ce bureau-là. Voilà, c'est pas, il s'écrit pas pareil. C'est pas Arthur. Arrête de faire ça tout de suite. Et la force actuelle de ce club, déjà, c'est Travis Kelce qui a l'air de passer en mode playoff après son match de la semaine dernière, 7 réceptions
117 yards, un touchdown et surtout un big play, cette réception de 49 yards qui fait basculer le match, puisque après c'est derrière que Kansas City fait le break. Il faut savoir que Kelce il a tourné à 56 yards par match en moyenne cette saison et la semaine dernière il a semblé bien reposé par ces 3 semaines de break. Il y a aussi le fait qu'il y a de grosses individualités dans ce club, en défense, notamment Chris Jones, qui alors certes ne réalise que, et je mets des gros guillemets à que, 5 sacs cette saison, mais 62 rushs victorieux et 50 pressions. Il est parmi les leaders de la NFL dans cette catégorie. Le cornerback Trent McDuffie qui a dévié 3 ballons contre Houston. Et puis, bien sûr, Patrick Mahomes et son livre de magie noire qui lui permet de remporter tous les matchs serrés. Ok. Ça marche. Autre chose sur la force, parce que je trouve que toute la saison, on a loué leur défense et notamment que c'était la défense qui les faisait gagner les matchs. Est-ce que c'est vraiment leur force principale ? En soi, moi, ce que je voulais rajouter, et après, bien sûr, on va parler de la défense qui sera leur force principale, c'est qu'en plus, si on regarde bien tous les matchs cette année, et qu'on regarde bien la saison qu'ils ont pu faire avec tous les différents points les matchs, c'est qu'ils sont toujours capables de mettre au minimum 20 points, une vingtaine de points au minimum, pas plus. On dirait que c'est pas le mot se limiter parce qu'ils ne se limitent pas. S'ils pouvaient en mettre plus, ils en mettraient plus. Mais entre guillemets, c'est de se dire, on est capable de les mettre nos 20 points parce que de toute façon, notre défense nous permettra toujours que ça soit suffisant pour gagner. Parce que les défenses, on en reviendra dessus, les tient à bout de bras vraiment cette année. Steve Spagnuolo fait un boulot monstrueux et on le développera après. Et donc, au final, pour l'attaque, c'est surtout de se dire, voilà, on est suffisamment fort et on a suffisamment ce qu'il faut derrière pour pouvoir gagner. Je vais prendre juste l'exemple. Le meilleur receveur de cette équipe, c'est Travis Kelce, avec 823 yards cette année. Enfin, c'est le tight end, d'accord ? Ils ont quand même Hollywood Brown, même s'il est revenu tardivement, il était quand même là. Ils ont quand même Xavier Worthy, ils ont quand même Juju Smith-Schuster, ils ont quand même, il manque le dernier de la liste, DeAndre Hopkins, qui est arrivé également. Donc, il y a pas de peintre dans ce groupe-là, qu'on soit bien d'accord, il y a tout un groupe. Mais cette équipe est suffisamment tellement bien organisée, avec un playbook tellement varié, avec toujours le moyen de se sortir des situations les plus inextricables, qu'au final, ils peuvent avoir le meilleur receveur qui est un tight end et donc être à 15 victoires, 2 défaites et donc être en Conference Championship. C'est vraiment l'apanage d'un champion. C'est je suis capable de gagner sans avoir besoin d'optimiser ou de faire ressortir le meilleur de mes joueurs et je gagne même en ayant un jeu de course moyen-moins. Et ils en sont là où ils en sont. C'est quand même très très fort. Faut quand même... C'est-à-dire que l'organisation du jeu, l'organisation de leur staff, de leur playbook est au-dessus, je dirais, de la performance individuelle. Là, on touche au génie quand même, à ce niveau. Ok, donc tu parlais de tight end. C'est l'occasion de saluer notre ami Vincent qui nous a fait toute une leçon sur les tight ends ce mardi. Donc, allez réécouter le débrief des Divisional Round. Toi, Seb, c'est quoi pour toi la faiblesse du côté des Chiefs ? Alors, faiblesse du côté des Chiefs, c'est vrai que l'effectif il a l'air très très complet. Je dirais peut-être qu'elle se situe du côté de l'offensive line qui concède quand même 41 sacs, là où à titre de comparaison, celle de Buffalo en a concédé 14. Mais du côté de Buffalo, il y a la mobilité de Josh Allen qui évite aussi beaucoup de soucis de ce côté-là. Donc il y a une O-line qui est un petit peu suspecte. Bertrand parlait très justement de la défense. C'est une défense qui encaisse peu de points, c'est vrai, 19,2 je crois sur la saison. Oui, c'est bien ça, 4e en scoring de la ligue, mais elle encaisse quand même pas mal de yards, 5451 au total. Ça se classe alors 8e contre la course, c'est très bien, mais 18e contre la passe. Et la conséquence, c'est que ça concède beaucoup de big plays. Et encore au niveau de l'attaque, il y a peut-être le manque d'explosivité de cette attaque, ou du moins
s'il y en a, ils ne l'ont pas encore montré. Il gagne en moyenne 105,3 yards au sol, ça les classe 22e, 222,4 yards par la passe par match, ça les classe 14e dans la catégorie. C'est pas fifou. Et puis, comme Bertrand le soulignait, il n'y a pas de receveur à plus de 60 réceptions. Il n'y a pas de receveur en dehors Kelsey est un tight end. Il n'y a pas de wide receiver en dehors de 60 réceptions et de 650 yards. Et il n'y a pas de rusher à plus de 750 yards. Et Kareem Hunt, c'est 3,6 yards de portée par portée. En moyenne, pardon, je perds un petit peu mes mots. Kareem Hunt, c'est 3,6 yards de portée par portée en moyenne sur chaque match. C'est un petit peu suspect. Alors, une fois de plus, est-ce que cette équipe, elle joue pas avec le frein à main depuis le début? C'est pas impossible, parce que je pense quand même que le plan au départ offensif, un des plans offensifs, c'était d'avoir Xavier Worthy et Marquise Brown pour étirer le terrain, étirer les jeux et permettre à Kelsey de faire des gros gains. Bon, ça s'est pas goupillé comme ça parce que Marquise Brown, il a été absent quasi-totalité de la saison. En revanche, s'ils peuvent mettre ça en place contre le backfield défensif un petit peu suspect de Buffalo, attention, ça va faire mal et on se rendra compte qu'ils nous ont tous menti pendant toute la saison. Ok. Tu veux rajouter quelque chose, Bertrand? Oui, et par rapport justement à l'attaque des Chiefs, ce que j'ai remarqué également, c'est qu'effectivement les stats n'avaient pas l'air très favorables dans son ensemble, avec des positionnements de classement, que ce soit à la course ou à la passe, très on va dire très disparates entre guillemets. Mais par contre, ce qu'on peut repérer par rapport à ces statistiques-là, c'est qu'en fait, ils sont très bons sur justement tout ce qui va être le nombre de jeux fait, le nombre de passes et le nombre de... Pourquoi ? Parce que ils vont multiplier les petits jeux au fur et à mesure du match. Ils vont sur les passes intermédiaires entre les linebackers et les defensive backs pour avancer. Et en fait, ils mangent le chrono aussi par cet intermédiaire-là. Et ce qui fait qu'à la fin, évidemment, on se retrouve avec des scores beaucoup plus petits par rapport au fait qu'ils mangent le chrono globalement au fur et à mesure. Et donc, ils ne jouent pas du tout sur des gros gains, ils jouent de cette manière-là, et c'est ce qui leur permet aussi, au final, d'être inarrêtables, entre guillemets, parce que le final permet aux Chiefs d'arriver à leur fin, à la victoire, sans avoir besoin d'être éclatants. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Seb ? Non, pour juste rajouter un élément, et puis en plus, ce type de jeu, comme tu le disais, Bertrand, une attaque qui drive, ça use une défense. C'est insupportable de jouer ça. Tu as une défense qui sort pas du terrain et qui finit par avoir mal et qui finit par céder sur l'usure, hein, tout simplement. Même question que pour les Bills. Pourquoi ils vont gagner ? La magie noire. Grimoire, parce que c'est Patrick Mahomes, plus sérieusement, parce que c'est Patrick Mahomes, parce que c'est les Chiefs, parce que c'est Andy Reid aussi. On n'a pas parlé d'Andy Reid jusqu'ici, parce qu'ils ont l'expérience, ils ont l'habitude de ce type de rendez-vous, parce qu'ils sont chez eux, en plus. Comme je le disais, moi je voudrais beaucoup voir Josh Allen au Super Bowl, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de circonstances là qui s'entassent contre eux. Donc l'upset n'est pas évident sur ce match et Kansas City a beaucoup de cartes en main. Toi, Bertrand ? Moi, personnellement, pourquoi ils peuvent gagner ? Parce que ça reprend un peu ce que Seb a dit globalement. Il ne faut pas se mentir. Aussi, sur le fait que Patrick Mahomes est capable de nous sortir n'importe quel jeu, surtout quand le match est serré, et le fameux jeu qu'on attend, la fameuse action, le fameux speed move, la passe dans le dos, l'élément qu'on va pas attendre à ce moment-là du match, mais il va le sortir au bon moment et il le fait à chaque fois, et c'est ça qui est usant. Fait aussi qu'il l'a dit tout à l'heure, que Travis Kelce a eu ses 3 semaines de repos, que ça lui a fait le plus grand bien, et puis en fait qu'il se donne aussi au moment, entre guillemets, il se dit, oh ça compte. Pour eux, c'est entre guillemets
la saison régulière, ce n'est qu'un tour de chauffe, hein, malheureusement, on va prendre des choses comme ça, mais ils sont tellement forts que, bon, voilà. Et puis, bon, bah, c'est tout l'un dans l'autre, la science, les automatismes de ce groupe, voilà, tu fais pas 15 victoires sans, au final, même si ça a été polémique tout au long de la saison sur les histoires d'arbitre, sur une façon de jouer, mais malgré tout, c'est 15 victoires. Une telle habitude en play-off, telle habitude des conférences championship que on a l'impression de se dire, bah, ça ne s'arrêtera jamais. Voilà, ça va faire encore une fois où ils vont passer. C'est tout. Ok. Juste une dernière chose sur ce match. Est-ce qu'il va y avoir un effet Arrowhead une fois de plus pour vous, les gars? Oui, c'est évident. Regarde la semaine dernière contre Houston, à quel point notamment le kicker de Houston, Fairbairn, a été perturbé d'une part par le vent dans Arrowhead, et puis le public est extrêmement présent. Mais on pourrait en dire autant si le match se déroulait à Orchard Park, hein, chez les Bills. Il y aurait vraiment ce facteur pour ces deux clubs. Il y a quand même un public qui est très 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 présent et qui évidemment va être un facteur. Est-ce que ça suffira à intimider les Bills? Pas sûr, mais ce sera un facteur. Ok, pour toi Bertrand, rapidement. Oui, pareil, je rajoute rien de plus. C'est évident que de toute façon, dès que tu joues chez toi, une très très grosse ambiance à Kansas City, mais je pense que Buffalo est aussi habitué à ce genre de choses. Et j'aurais dit que ça aurait été encore plus impactant si l'équipe en face avait une équipe qui joue en dôme ou dans un stade fermé. Mais bon, qu'on connaît les conditions climatiques de Buffalo, Josh Allen a l'habitude du froid. Il risque de faire encore très froid, je pense. Et donc c'est pas l'élément. Voilà, on est sur le haut du panier, des gens qui savent gérer la pression. Mais c'est un élément qui vient se rajouter en plus sur la possible victoire des Chiefs. Ok, bah c'est un match qui est devenu, une opposition qui est devenue un classique. On a hâte vraiment de voir ça. Et ben écoutez, on vous donne donc rendez-vous dès mardi pour le débrief de ce match. Et c'est à lundi à minuit 30. Voilà. Exactement, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Ok, super. On va enchaîner tout de suite avec le match suivant, qui va être commenté en direct par les équipes de TFA et notamment notre ami Jean et toute l'équipe. Donc c'est les Philadelphia Eagles qui reçoivent donc les Commanders. Les Commanders qui ont fait un exploit, et on va en parler tout de suite. Les Commanders qui se déplacent donc du côté de Philadelphie. C'est quoi pour vous la principale force du côté des Commanders? Une défense qui a déjà provoqué 6 turnovers pendant les playoffs, 5 contre Détroit, contre seulement 17 durant la saison. Ils sont en pleine confiance de ce côté-là. Et puis leur jeu au sol également, qui est troisième de la ligue. Le duo Robinson-Eckler, c'est 132 yards contre Détroit, hein, la semaine dernière. C'est quand même pas négligeable. C'est à peine 15 de moins que leur meilleure perf collective de la saison. Et puis, bien sûr, on peut pas parler des points forts de Washington sans parler de Jaden Daniels, de sa capacité à éviter les blitz et les rushs et à en faire quelque chose. Je vous le rappelle, 891 yards au sol cette saison pour lui et un rating supérieur à 100. Ils ont des armes à faire valoir, hein, les Commanders dans ce match. Ok, pour toi Bertrand, sachant que les deux équipes sont nos rivaux de division. Oui, mais alors en soi, pour les histoires de rivaux de division, je serais plus tenté de te dire que j'ai une dent contre les Eagles et les Cowboys, mais j'ai toujours trouvé les Redskins Redskins Commanders, comme un parent pauvre de notre division, et je suis pas plus mécontent entre guillemets que voilà, c'est une équipe qui bouscule un peu la hiérarchie établie de la ligue et qui a réussi à se faufiler jusque là. Voilà, des deux, j'ai envie de te dire, je préférais que ce soit Washington qui aille au Super Bowl, hein, on va pas se mentir. C'est évident. Mais voilà, on va en parler après. Voilà, mais ça reste au final. Je veux dire qu'il n'y a pas une équipe qui est méchante et
personnellement, je ne trouve pas de méchantes choses à dire ou de retours négatifs à dire. Je trouve que ça a été un vent de fraîcheur, cette équipe. Mais enfin bon, pour revenir sur les éléments, la différence avec les deux autres équipes qu'on a présentées avant, c'est que je dirais que Seb a bien résumé en fait tout, et que c'est justement son effet outsider qui fait que outsider qui fait que elle est un peu du style, je n'ai peur de rien. J'arrive dans ce Conference Championship en ayant passé 2 tours. Et au final, je les ai passés, quoi. Je les ai passés en ne posant pas de questions dans le jeu, en faisant en sorte, parce que Jaden Daniels, en plus, celui qui mène la barque, le fait très très bien, pour le coup. Et voilà, qu'est-ce qui ne les empêcherait pas, justement, avec ce sentiment, avec cet état d'esprit, de passer encore un tour. Tout est contre eux, entre guillemets. L'ensemble de l'équipe des Eagles, on va revenir dessus après, a des points forts dans son ensemble. Mais au final, qu'est-ce qui les empêcherait, dans cet élan de réussite, de ne pas réussir un nouvel exploit? Et moi, je mettrais le point plutôt sur justement le sentiment d'exploit que des statistiques bien écrites pour pouvoir montrer la différence. Ok. Sachant qu'en saison régulière, ils ont une victoire chacun de leur côté. Bon, voilà, en plus, bon, après, il y a eu des conditions sur Jalen Hurts qui avait été en commotion cérébrale dès le début du premier quart-temps. Ça avait un peu faussé la donne. Voilà. Mais au final, ça reste une victoire chacun par rapport au match. Et puis, c'est pas surprenant quand on voit la saison de Washington à l'heure actuelle. Okay. Et puis, lors de leur victoire en décembre, Washington, 36-33, alors certes sans Jalen Hurts, mais sur les 2 matchs, Jaden Daniels, il fait au total 449 yards, 6 touchdowns, 3 interceptions. C'est pas le fait que Jalen Hurts soit out lors du 2e match qui lui permet de faire ses stats, hein, donc faut pas non plus retirer le mérite de la victoire des Commanders sur cette rencontre. Hein. Ok. D'autres forces du côté des Commanders? Oui, moi j'en ai. Vas-y, mais je te lance depuis tout à l'heure. Vas-y. Non, mais je ne veux pas couper l'herbe sous le pied à Seb. Hein, on est autant participants l'un comme l'autre, et c'est important que nous tous les deux on se complète pour le bien-être du pod. On te fait des blocs, on te donne la balle sur le ventre, et t'es leur running back, tu dois prendre le trou là. Vas-y. Ouais, vas-y. Eh ben, on y va. Eh ben oui, moi le staff technique. Voilà, on a cru que cette première expérience entre Dan Quinn, Cliff Kingsbury et leur coordinateur défensif, dont je n'ai plus le nom, et je crois qu'on en avait parlé la semaine d'avant, hein, Seb, ça pourrait pas fonctionner dès la première année. Bah si, Cliff Kingsbury, il est revenu sur un poste de coordinateur offensif qui lui sied mieux. Il s'est essayé du côté d'Arizona Cardinals à un poste de head coach, et puis malheureusement, ça n'a pas pris parce que tout le monde n'est pas fait foncièrement pour faire head coach. Et donc, dans le fait de récupérer cet ancien head coach, Washington a réussi de manière équilibrée à faire en sorte de faire cliquer tout le monde. Et je pense qu'au final, cette franchise a su... je crois si vous suivez NFL même, c'est un des petits éléments humoristiques qu'on retrouve sur X ou Instagram. Ils avaient montré justement faire un comparatif entre les Lions, entre les décisions que nous on ait pu prendre et ce que eux ont pu prendre, et en combien de temps ils ont pu réussir à remonter la pente avec un nouvel après l'époque Dan Snyder, le nouveau general manager en 2 ans a réussi à faire mieux, alors que nous, ça fait plus de 14 ans qu'on essaie de monter une équipe. Donc, comme quoi, les membres du staff sont parfois plus importants que même les joueurs sur le terrain, et que c'est tout un ensemble qui fait que l'équipe réussit. Et là, pour le coup, les Commanders, ils ont réussi leur coupe, puisqu'ils ont réussi à monter une équipe qui est performante et qui peut, sur un match maintenant, aller au Super Bowl de manière incroyable. La dernière fois qu'ils sont allés au Super Bowl, excuse-moi, c'était en 92, en 1992. Ouais. C'est avec Doug Williams, qui était le premier quarterback afro-américain à gagner le Super Bowl. Alors non, pas en 92, c'était Mark Rypien, mais Doug Williams, c'était dans les années 80. Ah, c'est les années 80, pardon, ouais, je confonds, désolé. Mais effectivement, Doug Williams, c'est le premier quarterback afro-américain à gagner le Super Bowl, et Doug Williams, qui n'était même pas le titulaire, il était backup cette saison-là, et c'est lui qui termine la saison, qui remporte le Super Bowl et qui devient d'ailleurs un héros national. Suite à ça, Williams, c'était
Les années 80, c'était quelque chose, hein, c'était un vrai symbole, cet homme-là. Et le Super Bowl donc, de 92 contre les Buffalo Bills. Tout à fait. Qui sont largement voilà, je sais plus le score. Ouais. Ben, on peut. Ouais, alors moi je suis très nostalgique des années 90, hein, donc forcément je voudrais bien avoir un Washington... des années 80 aussi. Oui, enfin, je suis pas si vieux que ça, je te remercie. Mais non, mais c'est pour tes 49ers. J'ai encore quelques années à faire avant la retraite. Hein, c'est pour tes 49ers. Je vais pas te mentir qu'au niveau popularité de Super Bowl, c'est sûr que le Chiefs Eagles, a priori, même aux États-Unis, a quand même beaucoup moins la cote en termes de jeu et en termes de passion, d'amour, on va dire, pour les franchises, qu'un Commanders Bills où on s'attend à un peu plus de festival offensif, même si ça peut être très défensif si les deux équipes sont un peu frileuses, et qui au final serait un peu plus glamour. Oui, tu as aussi le côté concours de popularité. Je veux dire, là, on est dans le jugement et dans le subjectif, mais Kansas City, comme c'est l'équipe dominante actuellement, mais tu auras toujours une partie du public, les mauvaises langues diront toutes celles qui habitent en dehors du Missouri, qui n'a pas envie de voir Kansas City au Super Bowl, tout comme pendant 20 ans, il y a eu un certain nombre de personnes qui n'avaient pas envie de voir les Patriots au Super Bowl. Alors, il paraît, alors j'ai ouï dire que la Ligue, tu parles de la Ligue qui n'aimait pas les Patriots, d'après un certain quelqu'un avec un W dans son pseudo. Je te laisse l'entière responsabilité de tes propos. Et Philadelphie, et alors encore là, c'est qu'une perception, hein, c'est pas un jugement de ma part. Philadelphie a l'air d'avoir auprès des fans de la NFL une cote d'amour assez basse en général. Yaya, je viens de te voir lever les yeux au ciel. N'ajoute rien, s'il te plaît. On va avoir des problèmes si tu parles des Eagles. Donc, j'en ai déjà parlé cet été. J'ai reçu des chouettes clouées sur ma porte. T'as des mecs qui sont venus sonner à ta porte, voilà. Oui, tout à fait. Allez, on reprend le cours de l'émission. Soyons sérieux un peu là, messieurs. Oui, on l'était un peu trop. Alors bon, ça Flav pas là et tout de suite ça part. T'as vu? C'est ça. Oui, avec Yaya, on peut s'attendre que ça parte toujours de droite et de gauche, sans jamais. Oui, mais c'est plus marrant que Flav. Bref, je suis moins moqueur que Flav. Non, t'es en train de te créer des ennuis là, mec. Arrête-toi maintenant. Écoute, là, on est entre gens civilisés. Je l'ai dit en intro. On sait ce que c'est gagner plusieurs Super Bowls. Donc, s'il te plaît. On enchaîne. Et quelles sont les faiblesses du côté de Washington? La défense à la course, hein. Globalement, malheureusement, ça, c'est un élément qui est un petit peu rédhibitoire de leur côté. Parce que là, quand on parle de ça, on parle quand même de la position de 30e, on va dire, au yard à encaisser. Donc, on l'a bien vu également face aux Lions lors du tour précédent. C'était un peu la porte ouverte pour Jahmyr Gibbs et notre ami David Montgomery, lui qui revenait et qui en a fait beaucoup moins. Mais c'est sûr que cet élément-là, ça va être rédhibitoire. On n'a même pas besoin de parler du reste. Quand on sait la force de frappe, parce que c'est le mot, la force de frappe, c'est-à-dire ça fait mal. C'est-à-dire Saquon Barkley, lui, il vous met pas 10 ou 15 yards. Il en a claqué 2 à 60 dans le tour d'avant. Avec une ligne offensive hyper performante, avec Lane Johnson et consorts, qui d'ailleurs, je fais une petite aparté quand je les ai vus sur un plan large, debout, et que j'ai fait un petit comparatif avec de mémoire ce que j'avais déjà vu de d'autres lignes offensives qui sont beaucoup plus gras, mais qui ont beaucoup moins de mobilité. Eux sont non seulement très athlétiques, cette ligne offensive des Eagles, mais en plus, ils ont une mobilité de fou. Et ils arrivent à créer des brèches énormes. Ils arrivent à faire en sorte que Jalen Hurts, comme j'avais dit, c'est comme si c'était des videurs de boîtes de nuit qui permettaient à Jalen Hurts d'être sur le dance floor et de danser avec personne autour de lui. Donc voilà, c'est globalement, petit aparté, mais globalement, c'est ce qui risque de faire très très mal aux Commanders. Et s'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème d'ici la fin de semaine, entre guillemets, en améliorant légèrement les choses, ça risque d'être un gros morceau qui va être compliqué à gérer. J'ai exactement le même constat. Hein. Ça va être la défense contre le sol, hein, comme tu l'as dit, Bertrand, 30e en saison, c'est 137,5 yards concédés par match en saison régulière, 201 contre Détroit avec une moyenne hallucinante de 8,7 yards
va reporter contre le duo Barclay. Alors ça a été ça contre le duo Gibbs et Montgomery qui revenaient de blessure. Qu'est-ce que ça va être contre un duo Barclay-Hurts, surtout si Hurts est en forme, hein, si son genou lui pose pas trop de soucis, ça risque de faire très très mal. Et il y a un autre point dont on peut pas faire l'impasse, sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, pardon, c'est l'inexpérience de ce groupe, et en particulier à ce niveau-là, hein. N'oublions pas qu'on parle d'une équipe qui est passée des tréfonds de la Ligue à la finale de conférence sans aucun palier de décompression. Après, ça peut aussi jouer en leur faveur, hein. Ça peut te donner une équipe qui va continuer à jouer sans complexe et ne pas se laisser paralyser par l'enjeu. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils sont quand même face à un club et à un entraîneur qui a fait 4 voyages en play-off et qui est à sa 2e finale de conférence et qui a participé à un Super Bowl. J'ai du mal à croire que ça ne va pas jouer à un moment, et c'est peut-être le match des 2 finales de conférence, c'est peut-être le match le plus déséquilibré sur le papier. Et au regard également, alors je vais me permettre d'inverser un petit peu ta question, Yaya. C'est pas tant un point faible de Washington qu'un point fort de Philadelphie, c'est que l'effectif de Philadelphie me semble plus complet et plus cohérent que celui de Washington. Voilà, c'est un effectif de meilleure qualité à tous les postes, sauf peut-être celui de quarterback, quitte à fâcher les fans des Eagles. Ils ont de meilleurs receveurs, ils ont un meilleur running back, ils ont de meilleurs linebackers, ils ont une bien meilleure offensive line, comme l'a souligné Bertrand. C'est la force de ce club. Et puis le backfield défensif de Philadelphie, pardon, c'est pas celui de Détroit qui était miné par les blessures. Et les Eagles, ils devraient normalement pas avoir à blitzer autant que Détroit pour compenser leurs lacunes dans le backfield, hein. Je pense que il y a des chances pour que Jayden Daniels ne parvienne pas à se jouer des defensive backs de Philadelphie comme il s'est joué de ce Détroit. Pour mémoire, à l'arrière, dans le champ arrière défensif des Eagles, il y a Darius Slay et Quinyon Mitchell. Et Philadelphie, en plus, est une équipe qui blitz très peu, hein, 18% du temps, 4e taux le plus bas de la ligue, là où la semaine dernière, justement, Détroit a été obligé de blitzer énormément pour tenter de compenser les faiblesses de son backfield, et ça n'a pas fonctionné. Ok. Pour vous, les gars, est-ce que Washington peut faire l'upset? Et comment peuvent-ils le faire? Alors, ils vont avoir besoin... Ah, pardon, vas-y Bertrand. Non, vas-y Seb, vas-y, tu t'es lancé. Ils vont avoir besoin que Jayden Daniels soit la meilleure version de Jayden Daniels. Un livre de... Alors, pour être sa meilleure version, un livre de développement personnel, et il sera la meilleure version de lui-même, hein. Non, non. C'est, on va avoir besoin du Jayden Daniels qui a eu le 2e meilleur QB rating contre le blitz de la ligue, qui va rester aussi le Jayden Daniels qui est sur 7 victoires de suite. Il va falloir que Dan Quinn conserve cette mentalité très agressive qu'il a, notamment sur les 4e downs, hein. Il en a joué 5 contre Détroit. Et puis, il faudrait qu'on voit enfin un vrai receveur 2 apparaître dans l'attaque de Washington. On sait que Terry McLaurin, c'est leur atout numéro 1 dans l'attaque aérienne. Il est très fiable depuis maintenant plusieurs années. On attend qu'il y ait un numéro 2 qui émerge. Alors, ça a l'air de se produire. Moi, je pense notamment à Dyami Brown. Peut-être que Olamide Zaccheaus a un rôle à jouer aussi là-dedans, mais ils vont avoir besoin offensivement d'un petit coup de pouce en plus de leur effectif pour réussir l'upset. Zach Ertz, qui va se rappeler au bon souvenir de son ancienne oui, équipe. certain, mais Zach Ertz, il reste fiable. Il a pas de gros chiffres parce qu'il a plus les moyens de les faire, mais il reste fiable. C'est sur un 3e down, tu as besoin de 4 yards, tu te tournes vers Zach Ertz, tu vas les avoir. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Toi, Bertrand, pourquoi ils peuvent faire l'upset? Moi, en fait, je vais me tourner sur 2 choses. Un facteur que
peuvent créer les Commanders eux-mêmes et un autre qui viendra des Eagles. Celui des Commanders, c'est le fait que Jayden Daniels arrive à faire les mêmes prestations qu'il a à faire malgré une défense high-tech, monstrueuse. On peut trouver les qualificatifs qualificatifs que l'on veut, par rapport à cette défense, et qu'il est, parce que parfois le football américain est un sport irrationnel et qu'il arrive au final à faire une prestation de haute volée, de quarterback élite, comme peut-être pas il a pu faire pour le moment, mais quand même il s'en est fort rapproché, et puis qu'il surfe là-dessus. Et puis deuxièmement, là ça serait plutôt d'espérer que la défense des Eagles soit aussi, je vais dire, comment on appelle ça, mal organisée, ou tout du moins mal... je vais pas trouver le mot. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle est pour le moment classée 31e au niveau des pénalités qu'elle concède en fait aux adversaires, que ça soit dans les yards encaissés ou dans le nombre de pénalités. Donc, ça veut dire qu'elle est indisciplinée. Voilà, je vais retrouver le mot. Et puis, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir surfer sur cette indiscipline et peut tirer le meilleur parti, parce que il faut trouver les petits lorsqu'on est sur des équipes élites, comme on l'a dit depuis le début, avec l'autre affiche sur laquelle on a développé tout à l'heure. Il faut trouver les petites failles qui peuvent faire tourner le match. Ça peut en être une. Ok. D'autres choses à rajouter sur les Commanders? Pour moi, c'est bon. Allez, globalement, on va passer tout de suite aux Eagles. Alors, c'est pas faire injure aux Commanders, mais c'est les grands favoris de ce match. Pour vous, c'est quoi on a en filigrane, on a senti 2-3 choses dans ce que vous parliez des Commanders. Pour vous, c'est quoi la grosse force des Eagles? Alors, à mon sens, il y en a deux. On va revenir là-dessus encore, mais en attaque, c'est le jeu au sol. Le jeu au sol, 10e NFL, avec un Saquon Barkley à 2005 yards, un Jalen Hurts à 630, une ligne offensive qui pousse littéralement la ligne défensive dans le secondary. Ça va être compliqué de négocier contre cette escouade. Et puis, sa défense, qui a su se montrer malgré des conditions météo difficiles contre les Rams. C'est une défense qui tape fort, notamment avec ce jour-là contre Los Angeles, le fumble provoqué par Jalen Carter sur Karen Williams, puis derrière Nolan Smith Jr. qui réalise un strip sack. Ça va être un vrai facteur contre le feu follet Jayden Daniels. Ok, toi Bertrand? Oui, moi j'en vois même 3 de force. La ligne offensive, le jeu au sol. On pourrait même dire 4 avec le jeu à la passe, puisqu'en fait le jeu à la passe devient juste un complément du jeu au sol, quand à un moment donné ils ont su recentrer toute la défense vers eux au final, et qu'à un moment donné la défense se dit et on se fait manger au sol, donc maintenant on va commencer l'attaque des Eagles se dit qu'elle va commencer à développer du jeu à la passe avec Devonta Smith et J. Brown, et puis la défense en elle-même des Eagles, donc au final c'est un florilège de comment on appelle ça, de bonnes choses, ou entre guillemets d'atouts majeurs par rapport à cette équipe. Voilà, après c'est sûr que si on ressort uniquement une chose, ça devient même compliqué au final, tellement il y a du bon partout, et comme l'a dit Seb, à un moment donné, s'il crée les turnovers par des pertes de balles, des fumbles, des sacs, des strip sacks ou autres, et que les Commanders sont dépassés, que Jayden Daniels n'arrive plus à s'en sortir, c'est sûr que ça va être une très très longue soirée. Très très longue soirée pour les Commanders. Je vais être un petit peu plus mesuré que toi sur le jeu de passe. On parle, alors oui, il y a A.J. Brown, oui, il y a Devonta Smith, mais on parle d'un jeu de passe qui est 29e de la ligue. Attention, j'ai pas dit que c'était le jeu principal et que c'était leur principale force de développement. Je dis simplement qu'à un moment donné, si les défenses sont resserrées sur le jeu de course et fermes, c'est là que ça va ouvrir, et c'est un peu comme ça qu'il l'utilise aussi. Attends, excuse-moi Seb, je suis désolé, mais quand tu as Saquon Barkley qui dissèque en long, en large, en travers toutes les défenses.
Mais oui, t'as pas besoin, je suis d'accord, t'as pas besoin de lancer. Mais du coup, moi, je m'interroge vraiment sur le fait de savoir si ce jeu de passe est encore un facteur. Jalen Hurts, il a lancé pour 150 yards qu'une seule fois lors des 6 derniers matchs. Et là, pour le moment, c'est 259 yards en 2 matchs de playoff. Moi, c'est un jeu aérien sur lequel je mets un gros point d'interrogation. Attention, voilà, je veux quand même mesurer mes propos parce que la qualité des individualités est telle que j'ai du mal à croire qu'il soit à mettre à la poubelle. Mais pour le moment, on l'a pas vu. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas besoin de le voir, mais est-ce que après être resté dans le placard aussi longtemps, s'il y a besoin de le ressortir, est-ce qu'il va pas être un petit peu rongé par les mythes? Ouais, mais dimanche dernier, par exemple, vu les conditions météorologiques, c'était compliqué de faire autre chose que du jeu. Je te parle pas que de dimanche, je te parle des 6 derniers matchs. Je parle des 6 derniers matchs. Tu as quand même de quoi mesurer, quoi. Moi, je vais nuancer. Je vais nuancer. Je comprends très bien ce que veut dire Seb, parce qu'au final, comme lui... Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est pour nuancer et bien expliquer. C'est qu'au final, lui qui a d'ailleurs joué à ce jeu, hein, Seb, tu m'arrêtes si je me trompe, il sait très bien le automatisme du moment où on lance, dans la fenêtre de tir dans laquelle on lance, dans la précision dans laquelle on lance, et que moins tu en fais, et moins au moment où tu vas devoir t'en servir, tu seras efficace. La seule chose, malheureusement, c'est que, comme disait Yaya, ils n'ont pas eu besoin parce qu'ils dominent tout le temps, et gagnent tout le temps à la course. Mais moi, ce qui me fait dire que malgré tout, je pense qu'il y aura peu de problèmes par rapport à ça, c'est que ils vont resserrer tellement la défense. Et je pense que quand on a vu la stat défensive des Commanders à la course, les Commanders vont resserrer tellement pour éviter de prendre le bouillon qu'inévitablement, l'écart de quelques millièmes de seconde que pour pouvoir avoir Gibran ou Devonta Smith, même avec un quarterback comme Tommy DeVito, il saura faire la passe à Gibran et Devonta Smith. Donc en plus, Jalen Hurts, on imagine bien que pour le coup, il y a plus de chances que les ballons arrivent. Hein. Mais rien n'est impossible. Quand on est un petit peu rouillé de son bras qu'on utilise très peu souvent, à un moment donné, ça peut jouer sur un Conference Championship. Ok. Pour vous, du coup, c'est quoi la principale faiblesse du côté des Eagles? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, je vais le redire. Je pense que comme ça, je laisserai Seb voir un peu s'il y a autre chose. Mais je répète, l'indiscipline, quand on est 31e sur les pénalités, les yards concédés en pénalité sur la saison, 31e sur 32 franchises, c'est quand même énorme. Donc, en fait, elle est agressive. C'est une défense qui est agressive sans avoir besoin de blitzer, sans avoir besoin de mettre plus de joueurs pour dire d'aller chercher quarterback. Elle le fait très bien avec le front seven, mais qui dit aussi très performant en défense, dit aussi un regain d'agressivité qui peut être, à un moment donné, préjudiciable pour cette équipe. Donc, je pense pas que ça soit le seul élément. Je suis tatillon sur cet élément-là, mais il est possible que ça soit un élément une faiblesse qui pourrait être embêtante à un moment donné dans le match si d'avance les yards pour pénalité s'accumulent et puis que au final les Commanders puissent avancer sur le terrain uniquement avec ça. Toi, Seb? Alors, en ce qui me concerne, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur le jeu aérien qui, pour moi, est un point de faiblesse du club. Il y a aussi l'état de santé de Jalen Hurts, qui a semblé en fin de match contre les Rams bien abîmé. Alors, je n'ai pas vu passer, après, à ma décharge, je n'ai pas vraiment pu regarder les news qui sont sorties aujourd'hui. Je n'ai pas vu passer de bulletin de santé ou d'update à son sujet. J'imagine que Philadelphie va vouloir garder le silence le plus longtemps possible, tout en respectant bien sûr les règlements de la Ligue à ce sujet. Là, j'ai un injury report. Il n'est même pas questionable. Hein. Il n'est même pas questionable. Hein. Il n'est même pas questionable. Donc, on va dire qu'a priori, officiellement, tout irait bien. À voir quand même sur le terrain, parce qu'en fin de match, il a semblé être réellement gêné par son genou. Et ça pourrait être un gros point au cours du match si ça devait être le cas ou si ça devait évoluer en cours de rencontre. Ok. Toi, Bertrand? Au niveau des faiblesses, ouais. J'ai dit, c'était sur les pénalités. Globalement, quand on est sur des équipes comme ça, à un moment donné,
c'est difficile de ressortir beaucoup, surtout que quand on voit en attaque, c'est une mise au vert de l'ensemble des stats, des statistiques. Donc oui, je vois pas, j'ai pas d'autres éléments, au final qui me font dire que voilà. Après, peut-être, en soi. Là aussi, ils sont dans les bas-fonds du classement. C'est comme disait Seb au niveau des passes, cet élément qui pourrait être gênant. Au-delà des tentatives, c'est les yards accumulés. Si la défense de Washington arrive à museler sans prendre trop de yards à la course, donc on fait un scénario idyllique, hein, vous m'excuserez, fans des Commanders, si vous nous écoutez, mais faisons un scénario idyllique, ils arrivent à tenir Saquon Barkley, d'avoir une bonne défense à la course, et puis à un moment donné, ça se joue sur le backfield défensif et les passes. Bah voilà, avec les statistiques de la saison, effectivement, en étant 30e au niveau de la passe, il se peut que si le backfield défensif arrive à tenir tout ça, que les Eagles déjouent, mais c'est vraiment que s'ils déjouent que je vois une opportunité pour les Commanders. Au-delà de ça risque d'être un petit peu compliqué. Surtout au Lincoln Financial Field, avec un public chauffé à blanc et des fans que l'on adore, qui sont tellement nuancés dans leurs propos et dans leur attitude la plupart du temps. Alors, en parlant de nuances, on va parler... alors moi, j'ai peut-être parlé d'une faiblesse du côté... Parce que j'ai essayé de te lancer là-dessus. Bertrand, mais tu n'as pas saisi la balle au bon. Nick Sirianni, Oui, non, mais alors là, je ne peux plus en parler parce que moi, je vais commencer à avoir des problèmes. Toi, tu as des chouettes clouées à la porte. Moi, je vais finir par avoir des peluches géantes qui vont être pilonnées sur le mur de ma maison. Donc, si tu veux, à un moment donné, il va falloir quand même que je fasse attention. Donc, non, j'ai fini. J'ai passé mon cap Nick Sirianni. J'ai dit suffisamment ce que j'avais à dire sur lui et je pense que de toute façon, il a son staff à côté qui l'aide beaucoup pour lui éviter de faire des bêtises. Voilà. Ok, toi Seb, tu penses que ça peut être une faiblesse du côté de Philadelphie, sa capacité à péter des câbles si ça se passe mal? Surtout qu'ils sont ultra favoris, ils sont favoris de plus de 7 points, 7 points et demi quoi. Donc très honnêtement, moi je vois pas Sirianni comme un point faible des Eagles sur ce match. Une fois de plus, je le répète, 4 fois qu'il va en playoff, 2e finale de conf, un voyage au Super Bowl. Non, je pense qu'il y a. Je soupçonne de ta part peut-être une forme de manque d'objectivité quant à Philadelphie. Oui, aussi, ouais. Oui, certes, mais alors au Super Bowl, il a quand même branché le banc adverse quand même. Oui, mais si tu veux, moi, je parle de son attitude dans le... Pécadille et Pilvezé, quoi. C'est pas comme si ça avait dégénéré en bagarre générale. À un moment, il faut arrêter. Donc, alors, je pense pas que ça se mette dessus. On va être clair, c'est pas l'homme le plus intelligent de la Terre. Ça, on en est tous conscients. Maintenant, aujourd'hui, après l'avoir charrié maintes et maintes fois, c'est resté du chambrage. On va pas être méchant, on va être clair. Mais au final, dans une organisation, s'il est encore là, c'est que voilà, son staff, son board est conscient qu'il a une attitude répréhensible, mais il est suffisamment fort pour arriver à maintenir et que son discours passe dans le vestiaire au final ou lors des réunions globales. Voilà, donc c'est pas un inadapté de la société, c'est juste quelqu'un qui parfois a les fils qui se touchent dans la tête et qui peut faire des actions qui sont répréhensibles. Bon, maintenant ça s'arrête là puisqu'il est capable d'amener loin son équipe. Ou qui se laisse dépasser par ses émotions, tout simplement. Mais effectivement, je veux dire, moi, j'ai lu nulle part qu'il avait perdu son vestiaire. Moi, j'ai lu nulle part que le front office voulait le foutre dehors. Quand je lis parfois ça et là sur les réseaux, oulala, attention, s'il amène pas Philadelphie au Super Bowl cette saison, il va se faire virer. D'où tu vires un coach, à part quand tu es aux Raiders, mais là c'est un cas d'école, d'où tu vires un coach qui t'a amené en finale de conférence et qui t'a amené en playoff 4 fois en combien 5 ans, peut-être même moins. Non, ça faut vivre dans une dimension parallèle pour penser ça. Et je pense effectivement qu'il est suffisamment bien entouré pour cadrer ce type de choses dans ce type de circonstances. Non, moi pour moi ce serait qu'on puisse le voir se faire dépasser par ses émotions. Pourquoi pas? Que ça coûte le match, ça serait vraiment une grosse surprise. Hein.
Vic Fangio, ancien head coach en coordinateur défensif. Kellen Moore, coordinateur offensif, qui était celui des Cowboys et qui, en plus, aurait pu être head coach. Donc, globalement, ça fait du monde pour le tenir. C'est eux qui mènent la barque, globalement. Voilà. Donc, des gens qui savent, eux aussi, qui savent parfaitement ce que c'est et au moins au même niveau. Donc, bon, ok, très bien. Très bien. J'ai essayé de faire mon reporter politique. Je n'ai pas réussi. Félicitations à vous deux d'avoir raison gardée. Il est temps de conclure, mais pour conclure, la question qui tue est qui voyez-vous au Super Bowl? Allez, Bertrand. Le Super Bowl, l'affiche du Super Bowl. Très, très rapidement, sans refaire d'analyse, juste les Bills, parce qu'ils réussissent enfin j'y crois, je suis utopiste et je me dis qu'ils vont enfin réussir à briser ce syndrome et enfin passer à la dernière marche. Et malheureusement, je sais, c'est triste, les Eagles, ils sont tellement forts que oui, j'aimerais un upset des Commanders. Bon, mais malheureusement, je n'y crois pas sur ce match. Je ne vois pas un troisième match d'affilée gagné de la part des Commanders. Puis surtout, en face, une telle machine de guerre qui est capable d'imposer son jeu en défense comme en attaque. Donc, un Bills-Eagles. Moi, comme je l'ai dit, je suis un nostalgique des années 90, donc je serais vraiment pour une finale Washington-Buffalo et également pour deux raisons, parce que si ces deux clubs-là réussissaient à tirer leur épingle du jeu lors de ces deux matchs, je pense que ça créerait une sacrée génération de fans des Bills de Josh Allen et des Commanders de Jayden Daniels, et ça, ce serait quand même chouette. Tout à fait, je suis d'accord avec lui. Ok. Bon, très bien. Alors moi, pour ma part, puisque vous ne me le demandez pas, mais je vais quand même vous le dire, moi, je vois un remake du Super Bowl d'il y a 2 ans maintenant. Je vois pas d'upset sur ce match, sur ce week-end. Je vois les Chiefs contre Philadelphie. T'es pas drôle. Mais, alors... J'ai essayé d'être drôle, vous avez cassé ma blague. Moi, je voulais casser du Skyani, mais voilà. Non, vous m'avez convaincu tous les deux. Enfin bon. Bon, en tout cas, on sera là dès mardi prochain pour débriefer de ces 2 matchs. Et après, on ira doucement vers le Super Bowl qui sera commenté en live. On n'oublie pas, dimanche soir, à 21h de mémoire, que le match sera commenté par Jean avec toute une équipe. Qui aura Flav s'y retrouve la lumière et d'autres. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les lives, donc continuez. Parlez-en à vos amis, venez avec nous. Vous pouvez mettre la télé et nous écouter avec le son. C'est toujours un plaisir. En tout cas, merci à vous deux pour vos analyses. Seb, Bertrand, passez un bon week-end de Divisional Round. Non, de Conférence Championship. Oui, Conférence Championship. Oh là là. Tu es fatigué, mon Yaya. C'est les Giants qui te fatiguent, je le sens. Ah non, mais il me déprime, c'est pas pareil. Donc, on vous souhaite à tous une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée, une bonne journée si vous nous écoutez en journée, et à très vite sur les antennes de The Playoff. Ciao. À bientôt, ciao. Ciao, bye.